finir cette matinée sans écouter des témoins de notre quotidien. Hein, nous n'avons peut-être pas nous-mêmes médité dans les déserts, certains l'ont fait, ni dans l'Himalaya. Nous n'avons peut-être pas 20, 30 années de pratique. Et pourtant, c'est possible de se lancer dans la méditation au quotidien et de commencer par là à changer un petit quelque chose dans le regard que l'on porte sur sa vie. Alors, changer un petit quelque chose dans nos vies de travail, de famille, avec nos enfants, que ce soit dans un cadre laïque ou un cadre spirituel chrétien. Et c'est ce que nous allons voir maintenant avec nos témoins. Alors, nous avons voulu, vous l'aurez remarqué, c'est la première fois de la matinée que les femmes sont en majorité sur cette scène. Voilà, ça c'est... Ah, parce que c'est vrai que dans les traditions spirituelles, hein, on parle beaucoup des maîtres, hein, et puis c'est vrai que nous, on fait des choses aussi, voilà. Et donc là, ça sera notre petit moment de présence, voilà. Mais il y a quand même Xavier qui veille. Alors, je vais vous les présenter les uns après les autres. Nous allons d'abord voir que la méditation, on peut commencer tout petit. Voilà, pas besoin d'attendre l'âge adulte. On peut commencer tout petit, c'est pas si compliqué. On peut apprendre et méditer avec les enfants. Et pour ça, je vais me tourner vers Clarisse qui va rejoindre le pupitre et qui va nous expliquer. Voilà, on va rester en dialogue, mais pour une fois, je vais rester un petit peu assise. Alors, Clarisse, que je vous la présente, Clarisse Gardet, dirige une entreprise de conseil dans le domaine de la santé. Elle est diplômée en sophrologie, et c'est à ce titre-là qu'elle est ici. Elle exerce auprès d'adultes et d'enfants. Et Clarisse, vous enseignez surtout la méditation à l'école occidentale de méditation de Fabrice Midal, et vous pratiquez depuis une bonne quinzaine d'années. Vous organisez des groupes de méditation pour des adultes et pour des enfants. Et vous recevez dans votre cabinet beaucoup d'enfants, d'adolescents, des enfants parfois en détresse ou en suractivité, hein, la fameuse suractivité. Alors, Clarisse, j'aimerais vous demander quel travail on peut faire avec les enfants. Voilà. Rapprochez-vous bien du micro. Voilà. Merci. Le travail que je fais avec les enfants, c'est avant tout... un travail qui est basé sur la même exigence que celle que nous avons pour les adultes dans l'école occidentale de méditation, où la méditation qui est transmise est à la fois laïque, pleinement laïque, mais inscrite dans la tradition bouddhiste. Et c'est aussi un travail qui permet... à la lumière de la philosophie, parce que nous sommes occidentaux, d'interroger toujours l'expérience pour qu'elle reste vivante. Et puis le point aussi capital, c'est de ne jamais oublier la dimension de bienveillance que Fabrice Midal présente comme la deuxième aile de la méditation, aux côtés de la présence attentive. Et avec les enfants, c'est particulièrement important de toujours se rappeler soi-même avant chaque séance de pratique et de rappeler aux enfants que dans la méditation, il n'y a rien à réussir. Et ça paraît tout simple, mais juste rappeler ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et qui ouvre une perspective très importante et qui procure un grand soulagement. Alors c'est vrai que ça peut paraître simple, mais les enfants, si vous y songez, comme nous, ils sont soumis à beaucoup de pression. Déjà, ils ont une vie qui est très, très surchargée. Et puis, pour leur bien, leurs parents veulent absolument qu'ils accumulent un maximum de qualité. Donc, ils ont un tas d'activités. Déjà, ils ont
scolairement, ils ont des programmes très très chargés. Et puis tout est assorti de récompenses, de blâmes, enfin voilà, il y a toujours de la performance à la clé. Et là, dans la méditation, comme je leur présente, il n'y a vraiment rien à changer. Ils peuvent être pendant un moment parfaits comme ils le sont. Alors, donc, on parle des enfants, hein, mais là, il y a quelques messages pour les parents. Merci oui. Clarisse. Alors, est-ce qu'il y a un temps préconisé, j'allais dire, combien de temps on peut méditer avec des enfants? Ben non, enfin, un temps préconisé, il y a l'expérience qui parle. Les enfants, on ne peut pas leur imposer des choses. Donc, au départ, je commence toujours par 3 minutes. D'ailleurs, vous l'avez vu tout à l'heure, en quelques minutes, on comprend beaucoup de choses. Et puis, c'est sûr qu'avec l'entraînement, puisqu'on a parlé d'entraînement, et puis surtout l'amour de la méditation qui leur vient, et de cette expérience qu'ils veulent, qui sont demandeurs de renouveler, eh bien, on augmente les temps, mais en général, on ne dépasse pas 10 à 15 minutes pour des enfants de 6 à 11 ans. Et puis, pour des enfants un petit peu plus grands, ça peut aller 15, 20 minutes. Mais l'essentiel, c'est vraiment pas d'avoir les yeux rivés sur les minutes. Et surtout, nous, les adultes, on doit se défaire de cette manie qu'on a de penser que la méditation a été réussie parce que les enfants n'ont pas bougé et qu'ils sont restés sages comme des images. Parce que quand on pratique avec les enfants, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas du tout les mêmes difficultés que nous pouvons avoir avec leur corps. Et les enfants, ils sont posés tout de suite. Ils sont dans le présent, ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps. D'ailleurs, on les voit quand ils jouent, ils sont pleinement présents. Non, ce qui est vraiment capital, c'est les enseignements qu'on va faire passer, que je vais faire passer pendant ces séances. Et ces enseignements, ça ne s'ajoute pas à la somme d'informations qu'ils ont, et ça n'a pas volonté à être ça, mais vraiment à donner un éclairage de ce qu'ils vivent pendant la présence attentive, j'allais dire sur le coussin, mais il n'est pas du tout obligatoire d'être sur un coussin, mais en tout cas pendant l'assise. Et ce n'est pas du tout une banque d'informations, mais c'est plutôt autour d'échanges. Et j'ai beaucoup travaillé à essayer de rendre toutes ces notions, justement, comme l'expérience, un tas d'idées comme ça, de notions qu'on doit faire passer. C'est important. Ce matin, on a entendu plein de choses que les adultes peuvent comprendre, même l'attention. Et pour les enfants, il faut l'adapter, il faut prendre des images. Alors, dans la tradition bouddhiste, on en a pas mal. Voilà, on va donner, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, Clarisse, mais je trouve qu'on a un public qui est presque aussi attentif que des enfants. Hein. Ils sont plutôt bons. Alors, justement, des exemples, on a envie de savoir comment vous vous y prenez et quel type d'enseignement, justement, vous pouvez proposer à des enfants. Le premier exemple, donc je vous le dis, je m'inspire beaucoup de la tradition bouddhiste parce qu'il y a un tas de choses il y a un tas d'histoires. Mathieu Ricard nous en a raconté quelques-unes et elles sont très très éclairantes. Donc pour l'esprit, par exemple, on a vu tout à l'heure que quand on se pose, qu'on fait silence, notre esprit, lui, il ne fait pas silence du tout, et tous les intervenants de ce matin l'ont évoqué en parlant de tumulte ou de trop plein de pensées. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'adultes, on l'a vu, qui pensent qu'ils ne vont jamais pouvoir méditer à cause de ce tumulte, ça ne va jamais se calmer. Et les enfants, c'est exactement la même chose. Et j'emprunte à une parabole, quelques éléments d'ailleurs, qui s'appelle le sentier de Shamatha, et qui décrit le méditant qui chemine posé sur un éléphant, et l'éléphant représente l'esprit. Et l'agitation de l'esprit est symbolisée par un petit singe très facétieux qui mène la danse au début, qui est très très agité, qui perturbe absolument tout et qui est devant sur le chemin. Et ça, c'est très parlant et c'est une image qui est très forte. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de choses dans cette image, parce que déjà, en comparant, en personnifiant l'esprit par un éléphant, c'est un animal que les enfants aiment beaucoup.
C'est un animal qui est très posé. C'est un animal qui est reconnu pour son intelligence, pour sa grande mémoire. Donc leur dire que leur esprit, c'est ça, c'est déjà... on parlait de la dimension bienveillante de la méditation, elle est là. Et au départ, l'esprit, il est cet éléphant et il avance tranquillement. Mais il est empêché par ce petit singe qui mène la danse. Et là encore, déjà, le petit singe qui personnifie l'agitation de l'esprit, c'est très libérant. C'est pas, on leur dit pas « tu es agité », il n'y a pas de jugement. C'est un petit singe et ça leur parle beaucoup, surtout que eux, ils sont très souvent les petits singes pour leurs parents. Quand ils veulent capter l'attention d'un adulte, ils comprennent très bien que cette agitation, elle peut être personnifiée par ce petit singe. Voilà, donc c'est un exemple que je pourrais développer parce que dans le sentier de Shamatha, il y a beaucoup d'autres choses dont je me sers aussi. Mais je crois que l'image du petit singe, elle est très parlante. Je crois qu'on va la garder pour chacun de nous. Voilà. Mais peut-être un autre exemple, Clarisse, aussi, de la manière dont vous parlez de l'attention aux enfants. Oui, alors... j'ai apporté quelque chose, parce que quand on en a parlé toutes les deux, ça vous avait beaucoup plu. J'utilise parfois des images, mais j'utilise aussi des objets. Alors pour l'attention, c'est quelque chose de très important parce que c'est très prégnant. Pour tout le monde, ça préoccupe les parents, ça préoccupe les enfants parce qu'ils entendent toute la journée « il faut que tu sois attentif », on leur fait faire beaucoup d'exercices de concentration. Et comme la méditation, c'est une pratique de présence attentive, c'est très rapidement qu'on peut conclure, on va les faire méditer, ça va leur apprendre à se concentrer. Et ça, ce n'est pas du tout la bonne méthode. Il y a beaucoup d'exercices, j'en connais plein qui sont très efficaces pour se concentrer, mais la méditation, ça ne doit vraiment pas servir à ça. Et leur montrer aux enfants que l'attention, elle a des modalités, l'attention. Et la concentration, on ne l'oppose pas à d'autres modalités de l'attention. Il faut bien être concentré à certains moments. Et à l'école, c'est très recommandé d'être concentré pour écouter ce que dit la maîtresse ou au collège, pour écouter ce que disent les professeurs. Alors, j'utilise soit un éventail, soit un petit objet. Vous allez voir, je vais le déplier, vous allez voir ce que c'est. Ça plaît beaucoup aux enfants. Vous voyez, on voit que ça va être coloré, ça les intrigue beaucoup. C'est une sorte de... je ne sais pas comment on appelle ça, une fleur. C'est petit, mais j'espère qu'on le voit bien à l'écran. Montrez-le bien, Clarisse. Oui, mais je vais le déplier, vous allez mieux le voir. Et c'est ce qu'on pique dans les coupes de glace. Et là, vous voyez, quand c'est ramassé comme ça, ça fait comme un éventail ramassé. Et je leur explique que ça peut être ça, la concentration. La concentration, c'est quand l'attention est complètement ramassée, focalisée, et c'est très utile à certains moments. Et quand on commence à se familiariser avec l'attention, qu'on peut apprendre à la développer, à l'ouvrir un petit peu, par exemple, quand on porte l'attention sur le souffle, on voit là, voilà. On voit. Voilà. Et puis, il y a des moments, on peut l'ouvrir pleinement. Et vous avez entendu le joli bruit, c'est du papier crépon. Et quand l'attention est ouverte, quand on est pleinement présent, elle est comme ça, notre attention. Il y a plein d'alvéoles pour capter tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce dont on a parlé ce matin, la façon dont on se sent, la façon dont on sent les autres. Voilà, c'est un autre exemple de... Une belle image. De ce que je peux utiliser. En conclusion, Clarisse, un petit mot, la méditation, finalement, ce n'est pas une technique? Ah non. Non, ce n'est pas une technique. C'est plutôt un chemin et justement pour développer une très belle attention, un chemin de bienveillance. Et je crois que c'est un magnifique cadeau pour les enfants et c'est encore un plus grand cadeau pour les adultes qui pratiquent avec eux. Merci Clarisse Gardet. Donc Clarisse Gardet qui est sophrologue